Bien, je ne sais pas si ça passe là, oui, quelque chose. Mesdames, Messieurs, chers amis et pour beaucoup, chers camarades, permettez-moi d'abord de commencer par vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir, de saluer les trois parlementaires qui nous font le plaisir d'être là. Merci Dany, merci Florence et merci Jean-Pierre d'être parmi nous ce soir. Xavier l'a fait, il a excusé Henri qui me l'a dit ce matin par téléphone, aurait voulu être avec nous. Et je dois évidemment aussi excuser, pas évidemment d'ailleurs, parce qu'il était plus qu'embêté. Henri, vous imaginez, rater un meeting, c'est pas dans son genre, mais bon, il n'a pas pu être là ce soir. Et c'est la même chose pour Alain, puisqu'il devait, vous savez, être parmi nous tous les deux ce soir. Il m'a appelé de la même manière ce matin pour me dire, écoute Renaud, je suis désolé, mais là, entre ce qui est arrivé il y a 15 jours, puis l'ouverture de la COP 21, je vous le fais court, mais ça fait 4 jours qu'il n'a pas quitté le ministère. Et donc, il n'a pas eu une grande sortie de Paris par le Premier ministre. Pourtant, c'était le meeting qu'il ne voulait pas rater, parce que je crois qu'il avait beaucoup de choses à dire dans cette campagne, et puis dans le moment que nous vivons, je crois que c'était en plus utile, intéressant, et j'imagine pour vous toutes et pour vous tous, attendu qu'il puisse nous donner aussi son analyse, comme évidemment pour Henri. En tout cas, je vous demande vraiment de les excuser. Je voudrais saluer tous les conseillers départementaux qui nous font le plaisir d'être là et qui sont non seulement là ce soir, mais on a retrouvé dans toutes les réunions qu'on a commencées il y a maintenant plusieurs semaines. Et saluer le premier secrétaire fédéral, évidemment, et saluer, puisque peut-être tout le monde ne les connaît pas, peut-être, il y en a peut-être qui les connaissent, j'espère. D'abord, évidemment, Xavier Fortillon, qui vient juste de s'exprimer, qui est non seulement le premier vice-président du conseil départemental, mais également président du groupe socialiste au conseil. Merci Xavier pour ton intervention. Et bien entendu, peut-être vous la connaissez un peu moins, c'est Marina Raffini, qui est intervenue également, qui est la 14e sur notre liste, je vais vous les présenter dans un instant, et qui est la responsable du mouvement des jeunes socialistes. Merci à toi. Alors, comme vous le savez, l'élection régionale, je vais venir sur la campagne, c'est une campagne électorale, c'est un projet, c'est pour ce qui nous concerne aussi un bilan, puis c'est un contexte politique qui, pour ce qui concerne cette élection, est assez inédit, voire même est totalement inédit. Et pourtant, comme ça vient d'être dit, il faut continuer ce que nous avions souhaité faire au tout début de la campagne, une campagne de proximité, aller partout, aller convaincre sur le terrain toutes celles et ceux qui s'interrogent encore cette semaine pour aller voter dimanche prochain. Et ça, vous l'avez compris, on ne peut le faire que si on a une liste des candidates et des candidats qui sont motivés. Moi, permettez-moi, puisque je vous ai tous remerciés, de les remercier eux, parce que vous les avez vus pour un certain nombre d'entre vous dans des réunions publiques ou sur le terrain, ils sont très motivés. Et puis ils ont apporté dans cette campagne électorale leur spécificité, leur connaissance, leur motivation, et puis parfois on en a tous besoin d'ailleurs de cette motivation. Et puis ils ont apporté aussi, j'allais dire pour tous parce que c'est la réalité, leur fraîcheur d'esprit. Et par contre, comme le dit Pierre,
pas leur ponctualité. Et ça, on a l'habitude. C'était pas pour Stéphane, mais c'était pour Pierre Frostein. Alors je vais commencer par vous les présenter. D'abord en vous disant, j'ai présenté la 14e, qui est Marine Infini, qui vient de Saint-Paul-les-Dax, et qui a dit, dans ce discours, qu'elle représentait la jeunesse. Moi je veux vous dire simplement que notre objectif à tous, et j'espère à vous toutes et à vous tous, c'est que justement dans cette campagne, finalement dans les prochains mandats, on puisse donner un avenir à cette jeunesse et toute l'ambition que nous essayons de porter. Ensuite, c'est les 300, c'est Axel Guélin, qui ne pouvait pas être là ce soir. Alors on chambre un peu tous les soirs d'ailleurs, parce qu'il est apprenti, c'est pas pour ça qu'on chambre, dans le milieu bancaire. C'est pour ça qu'on chambre. Donc ça nous fait toujours un peu bizarre, mais en même temps, on dit tous les soirs que si vous avez besoin d'un prêt, vous pouvez aller le voir tout de suite d'ailleurs. Mais il n'est pas là, il n'a pas la souche sur lui, il n'est pas là. Mais en tout cas, il est sur cette liste et il vient de Morsins. Ensuite, c'est Sandrine Daricos-Dufaux qui est là ce soir, qui vient de Pouillon et qui travaille à Péroral. Voilà, à qui on va offrir d'ailleurs un GPS. Ensuite, c'est Cyril Guessot de Saint-Jean-de-Marin. Qui est directeur d'une entreprise adaptée sur le territoire de Saint-Jean, en l'occurrence sur Atlantique Sud. Ensuite, Isabelle Dufaux, qui était venue à Serge Sor de Luxeuil. Marjorie Fautoux de Saint-Jean. L'homme qui n'a toujours pas de montre juste avant le premier tour, Pierre Frostein, qui est maire de Gueule. Celle qui va tuer les canards. Qui a tué les canards aujourd'hui? Ça y est, c'est fait? Demain? Et demain. Maréline Bayris, qui est à côté de Monsieur Sondage. Éric Kérouche, qui vient de Laure Nayat, qui est en pays de droite, là-haut à Biscarrosse, et qui défend à Carlos. Donc, vous avez compris qu'ensuite, c'est celui qui était un petit peu en retard. Stéphane Delpera. Et enfin, président de l'agglomération du Grand Rex. Merci à toutes et à vous tous. C'est pas fini, hein, il reste encore quelques jours, vous avez compris. Enfin, en même temps, on est dans un moment un peu spécial. C'est le dernier meeting départemental pour ce qui nous concerne. On aura un meeting régional avec Alain Rousset jeudi à Pau. Ce sera la vraie clôture de campagne. Et en même temps, nous, comme on n'en avait pas assez, on va demain à Géno, mercredi à Lémisan, et on finira vendredi soir à Biscarrosse. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, on a voulu aller partout sur ce territoire landais. C'est pour nous le moindre des respects que d'aller au-devant de notre électorat, de nos concitoyens, de celles et ceux qui, à un moment donné, dans cette campagne électorale, ont des questions à nous poser, ont le souhait de connaître mieux la région. Et ça passe effectivement par cette campagne. Alors, on n'a pas invité de star mondiale ou de candidat à la présidence de la République. Je crois que ce n'était pas l'objectif de la campagne des régionales de mettre autour d'une table ou de
d'un meeting des gens qui n'ont qu'une chose en tête, la primaire de la droite. Non. Nous, c'est la région. Nous, c'est la campagne ici, dans ce département. Et je veux évidemment commencer par essayer de tirer un certain nombre de conclusions sur ce qui s'est passé le 13 novembre. Stéphane, Marine et Xavier en ont parlé. Comment ne pas, même 15 jours après, être encore abasourdi, se poser plein de questions quand on est démocrate, citoyen français, par rapport à cet acte abject, immonde, scandaleux, assassiner des gens non pas, comme l'a dit très justement le président de la République dans son discours devant le Congrès, d'une quelconque guerre de civilisation, ça, je laisse ça à la droite. Non, même pas non plus au nom d'une religion, mais parce que des fous n'ont eu qu'une chose en tête, mettre fin à nos libertés, à notre liberté. Celle d'aller à un match de football, celle d'aller à un concert, celle d'aller boire un coup en terrasse avec des copains. Parce que c'est bien ça qui a été en premier attaqué. Notre première valeur qui, à la fin, nous permet d'aller sur les autres. Je veux évidemment parler de la liberté. Mais sans la liberté, comment parler de la fraternité, de l'égalité, comment parler de laïcité? C'est le premier point qui a été attaqué le 13 novembre par ces fous. Et la liberté, les amis, c'est celle qu'il nous faut défendre, Stéphane l'a dit, y compris le week-end prochain, dans quelques jours. La liberté de choisir notre avenir. Ici, en France, c'est le vote. Ah oui? Eux, le vote, c'est leur ennemi. Le suffrage universel, ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils imposent leur vue par les armes, partout où ils veulent prendre et gagner du terrain. Et nous serions ici en train d'ergoter ou de se poser encore des questions pour savoir à quoi servent les élections. Et que cette réponse à l'attaque de la liberté, ce serait 70% d'abstention dans notre pays. C'est ça qu'on nous promet aujourd'hui, mais réfléchissons quelques minutes. Ça veut dire qu'il faut dire à celles et ceux qui, encore aujourd'hui, à quelques jours de ce premier tour, hésitent, vous disent « Ah oui, mais comprenez, là, c'est pas possible, vous avez fait ceci ou je ne suis pas d'accord avec cela, il manque un peu trop de poivre ou il n'y a pas assez de sel. » Que là, c'est l'essentiel qui est en jeu. C'est notre République, notre démocratie, le vote, qui est aujourd'hui la première réponse à apporter. Et dans ce moment particulier, et heureusement que nous avions François Hollande comme président de la République, je vous invite à relire son discours devant le Congrès. C'était, j'en suis persuadé, un discours qui marquera l'histoire de notre pays. Parce que d'abord, il a mis fin à ce que certains voulaient faire. Continuer à diviser notre pays.
continuer à parler uniquement des uns, à stigmatiser les autres, bref, à nous monter les uns contre les autres, c'est ce qu'aurait fait l'ancien président, tout le monde le sait. Et nous avons un président qui a su, à travers ses paroles, ses déclarations, rassembler la nation, répondre politiquement, rassurer nos concitoyens. C'était une réponse essentielle dans ce moment. Et il a aussi répondu à une question essentielle pour nous, quand nous sommes engagés pour la République, engagés pour notre pays. C'est évidemment de mettre en valeur aujourd'hui celles et ceux qui, depuis le mois de janvier, et encore le 13 novembre, ont donné leur vie pour nous. Je veux évidemment parler des services de sécurité. Celles et ceux qui ont soigné tous les blessés depuis le début de l'année. Et puis celles et ceux qui, le lundi matin, dans les écoles, les collèges, les lycées, ont reçu nos enfants ou nos petits-enfants, qu'ils aient compris ce qui se passait le week-end d'avant ou qu'ils aient absolument pas compris. Il fallait être là. Ceux dont je suis en train de parler sont, vous savez, les fonctionnaires qui sont tant décriés par la droite. Mais c'est cela auquel le président a eu raison de rendre hommage. Et nous devons continuer à le faire. Quand le camp d'en face, avec une indécence totale, explique que les moyens attribués à la sécurité de nos concitoyens ne sont pas assez élevés, mais c'est le même président de la République qui a supprimé 12 000 postes de fonctionnaires entre 2007 et 2012. Quand le président du MEDEF explique au lendemain des déclarations du président de la République, mais attention, le budget de la France pourrait déraper, mais on est en train de parler de la sécurité de nos concitoyens. Et ces gens, dans une totale indécence, font encore ce type de déclaration. Et en ce moment, on devrait normalement avoir des déclarations des responsables européens. Vous savez, cette Europe dont on nous parle depuis des années, elle est où, l'Europe, en ce moment? Quand la France est seule à aller faire la guerre contre Daesh, à aller faire la guerre au Mali, qui a été aussi frappé comme nous, à essayer de maintenir la sécurité sur notre pays. Elle est où, l'Europe? Oui, elle est là pour nous dire le pacte de stabilité. C'est ça la réponse aujourd'hui à ce qui s'est passé le 13 novembre. Mais les amis, on est à l'inverse de l'histoire. Au moment où elle devrait être présente politiquement, elle devrait être là pour nous aider justement à maintenir la liberté. Et quand on essaye de réfléchir, je sais, il n'est pas de bon ton de réfléchir à chaud, paraît-il, mais moi je vais le faire. Bref, il faut laisser du temps pour digérer. Moi je vous le dis, dans ce moment, il faut que, collectivement, évidemment, mais individuellement, nous réfléchissions à une chose. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, des concitoyens français, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, aient pu dévisser à ce point pour qu'ils tuent d'autres personnes? Et ça doit nous interroger toutes et tous sur le fait que ces gens-là étaient dans la République à un moment donné, et qu'ils en ont été exclus, qu'ils sont sortis de cette République. Et ça, mes amis, c'est le lien qu'il faut faire avec cette élection.
Dans le moment où nous sommes, et Stéphane a eu raison de dire, dans cette région en particulier, en France également, où nous avons vécu 1 heure d'attentat. 500 personnes au total blessées, 130 morts, 130 morts. Et celles et ceux qui, en ce moment, sont accueillis par Alain, que je salue, Alain Gaston, à Biscarrosse, et qui défraie la chronique. C'est pas 1 heure d'attentat par jour. C'est tous les jours. C'est toutes les semaines, c'est tous les mois, c'est toute l'année les attentats. Et il faudrait qu'aujourd'hui la France dise à ces gens, restez chez vous. Mais comment on peut répondre ça aujourd'hui à des concitoyens, à des citoyens du monde, à des enfants, à des familles qui, à un moment donné, ne se posent même plus la question de savoir où elles vont aller. Elles prennent un radeau pneumatique au péril de leur vie pour essayer d'être un peu au calme. Et c'est le moment que choisit aujourd'hui le Front National, ce parti raciste d'extrême droite qui n'a qu'un mot à la bouche, l'exclusion de l'autre, la guerre contre l'islam, et avec des déclarations qui sont de plus en plus ordurières. Parce que, au bout d'un moment, les choses doivent être dites. Il n'est pas possible qu'on ait systématiquement, après toutes les déclarations des candidats du Front National, la présidente ou ses serviteurs qui disent « Non, vous inquiétez pas, on a fait le ménage, vous inquiétez pas, on va l'exclure, vous inquiétez pas. » Non, ça suffit. Il faut maintenant dire ce qu'il en est. Ce parti est un parti raciste, les amis. Ce parti a décidé, dans cette campagne électorale, de faire une campagne contre les autres, contre celles et ceux qui, aujourd'hui, souffrent. Et demain, si par malheur ils venaient au pouvoir, qui, croyez-vous, qui serait touché en premier? Celles et ceux qui, aujourd'hui, se disent « Ah, il faut peut-être les essayer parce que on ne les a pas essayés, on ne les connaît pas, et tous les autres n'ont rien fait. Et pourtant, quel risque encouru pour notre démocratie. Quand vous avez le numéro 9 de la liste en Gironde, j'ai même plus son nom, peu importe, pas à tel... Non, aux élections régionales, maintenant, là, aujourd'hui, vous l'aurez sur le bulletin de vote, qui dit et qui signe des articles contre l'islam et qui fait des déclarations qui, j'espère, seront suivies de condamnations envers Christiane Taubira, que je ne répète même pas parce que c'est proprement honteux. Quand vous avez M. Philippot, candidat également au régional, qui expliquait hier dans une émission qu'à partir d'1 an de chômage, on ne peut pas rester à la charge de notre pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît des gens qui aujourd'hui se retrouvent au chômage, qui peut-être s'apprêtent à voter Front National? Mais dites-leur ce qu'ils vont faire avec les plus faibles de notre pays. C'est ça qu'ils vont faire, c'est les exclure. Et il faudrait les mettre au pouvoir pour essayer. Parce que les autres auraient... Mais attendez, les essayer, c'est créer les conditions dans lesquelles notre modèle social sera définitivement mort. Quand Madame Maréchal, les candidats, ça ne vous a pas échappé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, explique aujourd'hui qu'elle supprimera les aides au planning familial en PACA. Mes amis, il y a peut-être parmi vous des parents, des grands-parents, des jeunes, des moins jeunes qui vont se dire « Essayons ce parti ». Mais c'est quoi? On est en train de parler de quoi, les amis?
de tous les combats des femmes depuis maintenant 40, 50 ans qui vont être mis à mal par ces personnes. Enfin, réveillons-nous. Qu'il y ait au moins des déclarations des uns et des autres. Je le fais ce soir, d'autres pourraient le faire dans les jours qui viennent, mais c'est de ça dont on est en train de parler aussi dans cette campagne électorale. De la même manière que vous l'avez vu comme moi. À partir du moment où ils ont la contradiction, ils s'échappent. Madame Le Pen, c'est bien leur responsable, qui la veille du débat de France 2 s'en va. Ah non, vous comprenez, quand même, je choisis mes contradicteurs. Et quand elle va à RTL dire ah non, ça m'intéresse pas, je dis non. Et qui face à Patrick Cohen sur France Inter qui lui sort juste les vraies déclarations de Christiane Taubira, dit non mais là vous faites du militantisme, je m'en vais. Mais on est en train de parler de ces gens-là, qui seraient demain le premier parti de France, dimanche prochain. Enfin, les amis, là j'en appelle à toutes et à tous, je sais, hein. On est les premiers tous à ne pas réagir aux blagues racistes, à des choses qui passent comme ça dans, finalement, notre vie quotidienne. Il faut réagir. On ne peut pas laisser ce parti, le premier parti de France, à l'occasion des élections régionales. Et la réponse qu'il faut avoir, les réponses qu'il faut avoir, elles sont finalement dans cette élection. Parce que celles et ceux qui sont peut-être tentés par ce vote, c'est ceux, vous savez, qui nous ont dit, qui vous ont dit, qui nous ont dit, qui m'ont dit, dans cette campagne, mais bien avant. Vous nous avez abandonnés. Vous occupez plus de nous. Et le vous, c'est qui? C'est l'État, les collectivités locales, les élus, les responsables d'associations, bref, tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à quelqu'un qui a un petit peu de pouvoir. Et ces gens, aujourd'hui, à travers ces choix-là, sont désarçonnés, se sentent exclus. Et parfois, on arrive à des extrémités terribles. Aller voter pour un parti raciste qui fait une campagne digne de Vichy. Est-ce que c'est la solution à ces problèmes-là? Mes amis, dans 4 jours, 5 jours maintenant, il y a une élection pour parler de ces sujets de proximité. Je sais, la région, c'est loin. La région, on ne sait pas ce que vous faites. La région, parfois, on verra plus tard. Non, la région, c'est tout de suite. C'est aujourd'hui, dans la proximité. Il a été cité un certain nombre de réalisations, d'objectifs que nous voulons poursuivre. Et quand nous travaillons, Xavier l'a dit, avec Dominique qui est là ce soir, à faire en sorte justement d'aider des entreprises qui sont parfois dans la difficulté ou qui veulent réinvestir. Et c'est aujourd'hui un choix stratégique, un choix politique, de faire que sur notre territoire, l'activité économique perdure, s'amplifie, que l'emploi reste, et faire en sorte que l'investissement se fasse. J'étais, il y a quelques heures, à Aqualon à Roquefort, avec Eric. 12 millions d'investissements qui vont être faits dans les 2-3 prochaines années. Darbo, Xavier l'a cité, j'ai vu Albert qui était là, le maire de Lens, pardon. Plus de 10 millions d'investissements qui vont être faits après avoir aidé. Alors on me dit, la région dit qu'elle crée des emplois. C'est faux, on n'a jamais dit ça. On dit juste qu'à un moment donné, il y a une question de volonté politique, d'aider les entreprises qui sont parfois dans la difficulté, ou celles qui veulent réinvestir sur le territoire, avec des filières qui aujourd'hui ont eu besoin de nous,
comme du département, comme de l'État, et d'autres qui n'ont pas besoin de nous. Il y en a certaines qui ne font jamais appel à nous, et d'autres qui ont besoin de réinvestir. Et c'est vrai aujourd'hui dans ce département de la filière de l'agroalimentaire, de la filière surf, du tourisme. Et sur tous ces sujets-là, mes amis, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Et que ce soit fait partout dans les Landes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est fiers, avec les élus départementaux, avec toutes celles et ceux, et effectivement les entreprises, qui font en sorte qu'on est toujours le premier département industriel d'Aquitaine, avec un nombre d'emplois industriels dans les Landes, qui est exactement le même qu'il y a quelques années. Mais c'est un travail de tous les jours, j'en conviens. Et c'est en même temps une ambition que les emplois soient sur notre territoire. Et c'est la même chose quand on développe l'enseignement supérieur et l'apprentissage. Je sors de l'Assemblée générale de la Chambre de métiers. Plus 6% d'apprentis cette année. Alors on dira, avec aussi être pour rien. Comme à chaque fois, ceux qui ne connaissent absolument pas le fonctionnement, je les laisse aller étudier un peu, mais surtout travailler, parce que franchement, au bout d'un moment, quand on fait une déclaration, on se dit, ces gens-là ne travaillent pas, ils foutent de rien. Non mais, on ne peut pas inventer ces chiffres si on ne travaille pas. Je suis désolé, les déclarations à l'emporte-pièce pour dire la région ceci, la région cela, ça veut dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'on ne travaille pas. Et ils ne travaillent pas, surtout sur la liste de la droite départementale, je reviendrai. Mais enfin, aujourd'hui, 19 000 apprentis dans cette région, 25 000 en Poitou-Charentes, 15 000 en Limousin. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail sur cette question. Oui. Mais qu'on voit aujourd'hui dans ce département que grâce au financement des CFA, et j'ai besoin de parler de Soulignement de Marsan, au moins, à Mont-de-Marsan, le président de la Chambre de métiers remercie la région pour les investissements. Ce n'est pas le cas de tous ou de toutes. 15 millions d'euros de travaux pour ce nouveau CFA. On a aujourd'hui dépassé les 530 contrats d'apprentissage. Enfin, on récupère tout ça. Ce n'est pas que grâce aux travaux. C'est grâce au fait qu'on a mobilisé avec la Chambre des métiers et avec d'autres, toutes celles et ceux qui se posaient des questions sur l'apprentissage. Et c'est de la même manière ce qu'on fait sur la transmission d'entreprise. Et aujourd'hui, dans notre région et dans la future région, c'est encore plus vrai, quasiment 65 à 70% de chefs d'entreprise qui ont plus de 57, 58, 59 ans. Ça veut dire quoi, les amis? C'est qu'au moment où ils arrêtent leur entreprise, s'il n'y a personne pour reprendre, elle arrête. Et quand elle arrête, elle ne renaît pas. C'est pour ça que nous avons créé un fonds de transmission. Dans l'Aquitaine actuelle, 5000 entreprises aidées, 5000 entreprises, 35 millions d'euros, 15 000 emplois qui ont été soit créés, soit sauvegardés à chaque fois. Et ça, c'est pas à l'autre bout de la France. C'est ici, dans ce département en particulier, que nous l'avons fait. Moi, j'étais, il y a quelques jours, à des rencontres, justement, entre cédants et repreneurs, pour faire en sorte qu'ils puissent se parler à un moment donné. C'est nous, c'est la région, effectivement, qui a, avec la Chambre des métiers, financé ce type de rencontre. Et quand on fait en sorte, en Aquitaine, mais c'est vrai aussi en Poitou-Charentes et en Limousin, nous ayons un investissement fort, plus de 100 millions d'euros par an, en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche et du développement. C'est quoi? C'est dire qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de ces filières, on peut, oui, effectivement, garder celles et ceux qui veulent faire leurs études sur le territoire. Faire en sorte que celles et ceux qui veulent faire une école d'ingénieur puissent la faire. Nous avons rénové beaucoup d'écoles d'ingénieurs sur Bordeaux. On a essayé de travailler hors de nos compétences aussi aux universités, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Pau ou à Bayonne, mais également à La Rochelle. Pour tout simplement qu'il y ait des conditions d'études qui soient optimales pour les étudiants. Marine parlait
du logement étudiant. 3000 logements créés en région Aquitaine sur les 6-7 dernières années. 3000 logements étudiants. Il y en a eu 6000 en France, dont 3000 en Aquitaine. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui aux autres que là, pour le coup, il pourrait au moins dire il y a quand même une réussite? Non. Il n'y en a pas assez. Évidemment qu'il n'y en a pas assez. On peut continuer, mais enfin, vous voyez quand même que on a fait un énorme effort. Mais on le fait volontiers pour que les parents, qui n'ont pas forcément, effectivement, les moyens d'envoyer leurs enfants étudier à Bordeaux, Pau ou Bayonne ou dans d'autres territoires, et même à Mont-de-Marsan, quand on fait les chambres avec le Crous ici, parce que c'est nous qui finançons, hein, pas quelqu'un d'autre, hein, eh bien, puissent avoir des chambres d'étudiants à des coûts qui soient les plus bas possibles. C'est un choix politique. C'est aussi un choix politique, les amis, quand chaque année, vous avez bien entendu, on dépense 200 millions pour les 153 lycées d'Aquitaine, demain 350 dans la nouvelle région. 200 millions d'euros pour quoi faire? Pour faire qu'on ait les meilleures conditions possibles, y compris pour les lycéens d'enseignement général. Alors on raille Alain Roussel parce qu'il se félicite tous les soirs, comme moi d'ailleurs, que nous ayons la première région en taux de réussite du bac. Évidemment que ce n'est pas dû qu'à la région. On va leur donner un petit peu de temps de cerveau disponible. Mais que les conditions d'études pour ces jeunes lycéens, elles sont fondamentales. Et que quand on fait en sorte qu'en enseignement professionnel, nous ayons des investissements massifs, oui je dis bien massifs, 25 millions d'euros sur le lycée Esmer, qui dit mieux? 25 millions d'euros pour avoir des filières autour de l'automobile qui soient, non pas compétentes, mais qui, à la sortie du lycée, sont aujourd'hui à 75% trouvent un emploi. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on a fait des investissements que personne ne retrouve dans les garages. Même les garagistes viennent nous voir en disant mais c'est pas possible, ils ne trouveront pas ça chez nous, ils sont super bien formés. On les prend et ils viennent voir les enfants à la sortie en disant je signe le contrat. Alors ça n'est pas que la région, mais enfin, les conditions de l'enseignement professionnel, si aujourd'hui on peut avoir des conditions d'études et des aides, y compris c'est ce que nous faisons avec les opérations coup de pouce, c'est quand même plus simple pour étudier. Et de la même manière, les amis, Marine l'a évoqué, je veux y insister parce que c'est pour nous très important. Comme nous avons fait le choix à cette rentrée scolaire de mettre en place un soutien scolaire gratuit pour les lycéens. On est en train de parler aujourd'hui de, y compris dans cette dernière période, de 150 000 jeunes qui chaque année décrochent du système scolaire. 150 000 qu'on va retrouver dans les permanences, à la mission locale, je ne sais où, mais qui, en tout cas, à un moment donné, sont totalement exclus de la République, exclus de la citoyenneté, exclus de tous les dispositifs qui pourtant sont importants et qui font que, à la fin, potentiellement, ils peuvent complètement dévisser, excusez-moi cette expression, mais c'est vraiment ça. Qu'aujourd'hui, le choix politique que nous avons fait, c'est de dire, à un moment donné, il y a aujourd'hui des familles qui ont les moyens de payer des cours du soir et des cours de soutien à leurs enfants, soit avec des professeurs, soit par Internet. Vous irez voir combien ça coûte. Et puis il y a tous les autres. Ceux qui n'ont pas les moyens financiers, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller très loin dans leurs études et qui ne sont pas aujourd'hui en possibilité de pouvoir aider un gamin de seconde, première ou terminale, c'est-à-dire quand même
encore beaucoup de gens dans notre pays, et c'est pour ça que nous avons fait ce soutien scolaire gratuit, public, fait par la région. Avec aujourd'hui par téléphone, demain par d'autres moyens, des étudiants en master de géo, de maths, de physique, peu importe, qui vont aider ces gamins qui à un moment donné n'ont pas la possibilité d'être aidés dans leur parcours scolaire. Mais si on arrive, le Québec a réussi à faire chuter ces décrocheurs de 30% en l'espace de quelques années. Moi je vais vous dire que si on arrive au premier, on aura déjà fait en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui sont exclus puissent réintégrer la citoyenneté et la République. Et pour ça, mes amis, il faut le faire à l'échelle de cette nouvelle région. C'est ce que nous ferons. C'est ce que nous ferons aussi, je n'y reviens pas sur ce que disait Xavier il y a un instant sur le très haut débit. C'est aujourd'hui l'équivalent de l'électricité. À la fois pour ce que je dis, pour la formation, pour mettre en place ces outils pour tous les lieux d'éducation nationale. Rappelons-nous quand même que Internet n'est pas né dans le cerveau du libéralisme. Il est né il y a 40 ans dans les universités. Et que donc il nous convient quand même de faire en sorte que les lieux d'éducation puissent avoir accès au très haut débit, comme les entreprises, comme aussi les particuliers. Parce que on parle d'éducation, on parle de formation, mais il faut aussi parler de santé. On est tous émerveillés quand on voit un chirurgien de New York opérer quelqu'un à Strasbourg. Mais c'est grâce au très haut débit, les amis, que ça peut se faire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le déploiement de ce qu'on appelle la e-santé, des échanges entre les professionnels et la population, en proximité, encore une fois, pas à l'autre bout de la France, ici, dans les Landes. Et il faut ce très haut débit, comme pour l'accès à la culture. La culture, c'est le premier outil contre l'obscurantisme. C'est le premier outil contre l'ignorance. C'est ce qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de voir au-delà de la télé-réalité chère à Madame Calmette. Il n'y a pas que le loft dans la vie. Il y a le Louvre. Il y a les cinémas. Et ça veut dire de faire en sorte que tous ces jeunes et ces moins jeunes y aient accès. C'est l'enjeu aussi de cette élection. Et ça, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Xavier, mais c'est un programme de 170 millions d'euros, 40 millions de l'État, 30 millions du département, 30 millions de la région, le reste aux communautés de communes, c'est sûr. Et il a eu raison de signaler que c'est plus facile de critiquer un programme dont on n'est pas membre, dont on se fout éperdument, puisqu'on n'a pas un euro à mettre sur son propre territoire. La critique, toujours la critique. Rien de constructif dans ce moment. Et ce que nous avons fait, les amis, sur le transport, encore un débat avec la droite. Il veut supprimer les aides à l'industrie. Bienvenue à celles et ceux qui éventuellement se disent aujourd'hui, mais comment va se passer la nouvelle région? Vous avez un exemple concret. Ils veulent faire en sorte de mettre, excusez du peu, je reprends le chiffre pour ne pas me tromper, parce que hier, j'ai fait un effort surhumain. J'ai regardé leur meeting sur Internet. Et donc, Mme Calmette explique que dans le prochain budget, il y aura 100 millions d'euros sur les routes. 100 millions d'euros. Elle ne dit pas où elle les trouve. Je pense qu'on va vous dire qu'elle les trouve sur les lycées, sur le transport en commun, je vais y venir, sur le rail, ou sur le fonctionnement. Elle dit sur le fonctionnement. Mais le fonctionnement, c'est quoi à la région Aquitaine, les amis? C'est quoi? C'est
Par exemple, pour l'hôpital de Mont-de-Marsan, 1 500 000 € par an, 1 500 000 € par an, qu'a priori, ils vont donc supprimer pour la gratuité des formations pour les aides-soignants. On en est fiers, on le gardera. Et eux, vraisemblablement, ça fait partie des choses qu'il faudra supprimer dans le fonctionnement. C'est le fonctionnement du CFA de Mont-de-Marsan. Pratiquement 1 million par an. C'est la formation professionnelle dans les entreprises. Les organismes de formation qui chaque semaine se battent pour essayer que celles et ceux qui ont été victimes de plans sociaux puissent au moins avoir accès à une formation, encore une fois, pas à l'autre bout de la France, ici, dans les Landes, sur notre département. Ils vont supprimer quoi? Le prix des repas dans les lycées, 2,70 €, tarif unique sur toute la région. Peut-être veulent-ils privatiser d'ailleurs ce service, mais qu'ils le disent. Il nous reste quelques jours là pour qu'ils se dévoilent un peu, parce que 100 millions pour les routes, on ne les trouve pas comme ça, puisque je dois rappeler, encore une fois, travaille pas, il travaille pas. Il nous parle de matraquage fiscal. Enfin, il faut juste ne pas avoir lu sa feuille d'impôts locaux pour comprendre qu'ils sont dans l'hérésie la plus totale, dans le règne absolu. Ils sont dans le l'offre, quoi. On n'a plus de fiscalité locale depuis des années, à part, c'est même pas une fiscalité locale, c'est la carte grise. Alors il paraît qu'on l'a augmenté en 2006. Ah oui. Et que la fiscalité a augmenté en 99, pardon. C'est pas une campagne qui a lieu en 2015, cette année. Et on parle des années... on dirait qu'il y en a qui sont habitués, ils nous parlent encore d'avant 2008 ici, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ils sont encore dans leur truc, dans leur dispositif. Ah, mais il y a des années, quand même, ils avaient fait ça. Bon. On va être vraiment sérieux. Parce que dans ce mandat, il y a un certain nombre de gens là qui se promènent dans la campagne en disant « Comprenez, il faudrait quand même mettre le paquet sur les TER. » Ils ont raison. TER, transports express régionaux. Encore une fois, pour celles et ceux qui ne travaillent pas encore et qui peut-être regarderont la vidéo demain en se disant « Bon, ben, comme ça j'apprends des choses, c'est bien. On fait aussi de la pédagogie dans les campagnes. » On est là pour ça. 2,2 milliards d'euros sur le dernier mandat. 2,2 milliards d'euros sur le dernier mandat pour les transports express régionaux en Aquitaine. Encore une fois, pas à l'autre bout du monde, ici, chez nous. 350 millions sur la LGV. Pardon, mais en termes de priorité, tout le monde comprend les chiffres là, on est d'accord, non mais on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans les 2,2 milliards d'euros? D'abord, on a refait les gares. A priori, si vous êtes sortis ces dernières semaines et ces derniers mois, vous l'avez vu, à Dax particulièrement, merci Monsieur le maire et Madame la Présidente, de nous avoir remerciés tout simplement. C'est pas le cas partout. On a refait, on a participé, on n'a pas refait tout seul. Celle d'Ichoux, de la Boère, et puis, mais c'est jamais assez, hein. Évidemment, celle de Mont-de-Marsan, mais j'imagine qu'on n'a pas encore mis assez, on aura de toute façon le même refrain. Les gares, les voies, parce que si vous ne rénovez pas les voies, il est ferme. C'est ce qui a failli arriver sur Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port. Et on a financé, alors que ça n'est pas notre compétence, les voies. On a financé également la rénovation et le rachat de wagons pour l'ensemble de la région, parce que, et j'ai tendance à vous dire tant mieux, hein, on a été victime de notre succès, 70% de fréquentation en plus dans les TER sur les 10 dernières années. Vous avez bien entendu, 70%. Alors, évidemment, on dira, c'est pas assez. Peut-être pas assez, mais c'est déjà un bon début. On essaye d'ailleurs de nous améliorer. Ça veut dire qu'il faut des nouveaux trains. On les a financés. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler avec l'opérateur historique, qui est la SNCF, pour faire rouler ces trains. Et là, je ne sais plus, c'est Stéphane qui l'a dit, pour ce qui nous concerne, cette délégation arrive à échéance en 2019, c'est-à-dire dans le mandat.
Je vous invite à poser la question à la droite de savoir ce qu'ils ont d'ores et déjà pris. Je pense que celles et ceux qui sont ici ne savent pas que Mme Calmels a déjà annoncé à AGECO, c'est en vidéo, tout le monde peut la regarder, que pour elle, ça ne sera plus avec la SNCF. Elle veut le modèle allemand, c'est-à-dire privatisé complet. Pour ce qui nous concerne, on ira au bout de la négociation avec la SNCF. Mais pour que celles et ceux, éventuellement, qui connaissent quelqu'un qui travaille à la SNCF, dans les jours qui nous séparent, qui est venu vous voir en vous disant ça ne sert à rien d'aller voter, celui-là, si en 2019, il vient nous voir en nous disant quand même, vous auriez pu nous le dire, ça tombe bien, c'est ce soir qu'on dit. Mais c'est maintenant qu'il faut réagir ou pas. Celles et ceux qui sont pour la privatisation savent pour qui voter, tous les autres aussi maintenant. Et oui, c'est comme ça. On est les derniers à croire à cette nouvelle ligne LGV qui pour nous a plusieurs vertus. Je vais le rappeler encore une fois pour faire un peu de pédagogie et puis donner des arguments à celles et ceux qui, encore une fois, vous parlent de la proximité. Que cette nouvelle voie LGV, c'est la façade atlantique qui va enfin avoir droit à sa part de développement au niveau européen, parce que l'axe rhodanien a déjà tout piqué. C'est cette nouvelle voie qui va nous permettre de connecter le nord de cette région à l'Espagne. 2017 à Bordeaux, 2019 à Bayonne du côté espagnol, et entre les deux, il y aurait, comme le disait Darcos à la dernière campagne, pardon de faire une incise sur la dernière campagne, les Indiens. Non. Pour nous, cette nouvelle voie, elle est évidemment pour cela. Et elle n'est pas uniquement pour les costards-cravates ou les golfeurs, comme j'en entends parler, mais elle est aussi une ligne de proximité, les amis. Ayons en tête que cette ligne, au sud de Bordeaux, dans les Landes, chez nous, c'est la liaison avec Mont-de-Marsan, un peu plus de 30 minutes, la liaison avec Dax, 40 minutes, Bayonne à 1 heure. Et comme éventuellement ça n'a échappé à personne, sauf à ceux qui veulent absolument pas l'entendre, enfin, on est bien en train de parler aussi de la possibilité demain de faire donc Mont-de-Marsan-Bayonne, Mont-de-Marsan-Dax, Dax-Mont-de-Marsan, en train, parce que notre souhait, c'est pas que la LGV sur cette ligne, c'est évidemment des TER à grande vitesse, gérés par la région, pour aller demain à Agen, à Bilbao, et dans cette nouvelle région, faire en sorte que nous consolidions ces transports de proximité. Et c'est bien à ça que va servir cette nouvelle voie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rajouter un train sur l'ancienne. On risque d'avoir un train toutes les 2 minutes. On va vous dire que ça ne passe pas. Et donc cette nouvelle voie, elle est pour rajouter des trains, à la fois sur la nouvelle et sur l'ancienne, pour les voyageurs, mais aussi pour le fret. Qui aujourd'hui peut oser, sans faire rire une assemblée, dire que le moment est venu de s'emparer de la question du fret? 9000 camions sur la 10, il ne faudrait rien faire. Et si on laisse faire demain 10 000, après-demain 15 000, pourquoi pas, avec des autoroutes qui ressembleront aux voies américaines, dans ce moment de choix politique que nous devons faire, oui, on fait ce choix de cette nouvelle voie pour le fret aussi. Et moi je salue Alain Midalis, qui a eu le courage de reprendre le dossier du fret maritime. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut évidemment anticiper, à la fois sur le rail et en même temps au niveau maritime, pour faire le Havre demain, Victoria. Mais comment on peut aujourd'hui expliquer à nos concitoyens qu'il n'y aurait rien à faire
que les camions c'est une fatalité? La réponse est non, on peut agir concrètement. Et c'est la réponse aussi qu'il faut apporter. Marine a eu raison d'en parler sur la question du changement climatique. Il y a ceux qui attendent la COP 21. Ce serait une très bonne nouvelle s'il y avait un accord. Et puis il y a ceux qui travaillent. Pas là tout de suite, là, depuis 5 ans. Elle a parlé du rapport Le Treut. Et on est la seule région en France à l'avoir fait. À faire en sorte qu'on anticipe ces changements climatiques sur le littoral, sur les vignes, sur les Pyrénées, sur le maïs, sur la forêt. Tout simplement parce qu'on est aujourd'hui en responsabilité. On ne peut pas tout attendre de ce qui va se passer au niveau international, européen et même national. On peut aujourd'hui agir local. Et agir local, c'est aussi développer les énergies renouvelables. C'est ce qu'on a fait quand on a aidé la BAT à Hyères-sur-la-Douve, quand on a aidé la DRT avec une chaudière, biomasse, quand on a fait en sorte d'aider ici, sur ce territoire, particulièrement au développement de la géothermie, du photovoltaïque pour d'autres, et dernièrement, là, cette semaine, là, à la mise à l'eau de la seconde hydrolienne pour les énergies marines renouvelables, à Bayonne, encore une fois, pas à l'autre bout de la France, ici, chez nous. Parce que nous croyons que ces énergies renouvelables, c'est évidemment une économie en soi, et que nous devons développer ces filières. Non seulement pour lutter contre le changement climatique, mais faire en sorte que cette industrie soit là, ici, en Aquitaine, dans cette nouvelle région, demain. Alors, les amis, il nous reste 5 jours pour convaincre. Et vous l'avez compris, pour ce qui nous concerne, nous avons le souhait, dans cette campagne, de montrer que notre réponse collective, c'est évidemment de défendre la démocratie, mais d'être exemplaire dans nos mandats, dans nos collectivités. Ne pas dire en mars, je suis candidat au départemental, c'est ça qui m'intéresse, et en décembre, parce que j'ai été battu, tiens, si j'allais faire un tour sur la liste régionale, c'est pas 5, c'est 9 sur 14 qui ont été candidats, victorieux ou pas, sur leur liste. Et c'est pas à la hauteur aujourd'hui des enjeux politiques. Nous, c'est la région. Nous, on fera en sorte justement qu'au-delà de la fusion des 3 régions existantes, c'est important, il faudra y travailler, nous soyons exemplaires en termes démocratiques. Faire en sorte, comme nous le faisons aujourd'hui, de travailler avec le Conseil économique et social et environnemental à préparer toutes nos délibérations avec la société civile. Faire en sorte que nous ayons demain un Conseil régional des jeunes, des comités consultatifs comme il en existe dans ce département, le droit de saisine de l'Assemblée régionale, une télé régionale. Il en existe déjà sur les 3 régions, il faut les regrouper, faire en sorte finalement que nos concitoyens connaissent la réalité de nos collectivités. Quand aujourd'hui, la région, quand vous faites un aller-retour ou un aller, peu importe, en train, sur n'importe quel TER d'Aquitaine, la région paye 70% du billet, vous 30%. Personne ne le sait. Ce que je vous disais sur les lycées, sur la formation, personne ne le sait. Il est de notre devoir, mes amis, que tous les outils démocratiques, tous les outils de communication que nous pourrons mobiliser demain permettent simplement de faire reculer l'ignorance, de faire en sorte, encore une fois, que celles et ceux qui, à un moment donné, peuvent se sentir abandonnés, on les rattrape, on les récupère, qu'on fasse simplement notre travail d'élus de la République. C'est ce choix, mes amis, que je vous invite à faire dimanche prochain. Mais au-delà du choix,
de mobiliser dans les derniers jours autour de vous celles et ceux qui vous ont dit ça ne sert à rien. Ou encore une fois, je vais en essayer d'autres. La réponse au 13 novembre ne peut pas être le parti d'extrême droite en tête en France. C'est pas à la hauteur. C'est pas notre pays. C'est pas notre démocratie. C'est pas notre République. On a toutes et tous des agendas de ministres. Je sais, on n'a le temps de rien. Mais prenez 2 heures, 3 heures, même 4 ou 5, tout ce que vous pouvez d'ici à dimanche pour en convaincre, pour faire une procuration, pour avoir autour de vous quelques personnes qui vont dire « ça va, j'ai compris, je vais aller voter ». Si on fait tout ça, les amis, si on fait tout ça individuellement, alors oui, on pourra répondre à tout ce qui vient de se passer. Au fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec la droite qui n'a que des discours de revanche à la bouche, particulièrement dans ce département, que nous allons donner des couleurs Hollande, c'est loin s'en faut. C'est toute la gauche qui doit donner des couleurs à cette nouvelle région. Ayons juste comme ambition, comme objectif de se dire simplement, nous, élus qui serons et qui sommes de passage, donnons un avenir à la jeunesse. C'est de ça dont nous pouvons être fiers et c'est de ça dont nous serons fiers si nous gagnons les élections régionales. Merci beaucoup.